C'est les bibliothécaires. Il faut se méfier des bibliothécaires. Alors, l'intérêt, c'est bien sûr de dialoguer avec votre public toulousain. Alors, je peux peut-être lancer la discussion. Est-ce que vous êtes heureuse à Toulouse? Oui, oui, c'est une ville que j'aime beaucoup, d'autant que j'ai de la famille, donc je suis heureuse de les retrouver. Et puis c'est la ville dans laquelle j'ai fait mes débuts, quand j'étais dans les chœurs. Donc voilà, c'est rigolo de revenir presque 25 ans plus tard. Et entre les chœurs et aujourd'hui? Toute une vie, toute une partie de ma vie s'est déroulée. Non, pas à Toulouse. Mais... Non, je suis revenue une seule fois pour Hamlet, et c'est tout. Non. Alors, maintenant vous pouvez vous lancer. Est-ce qu'il y a des... Eh bien, au revoir. Merci. Voilà. Merci, monsieur, de lancer la discussion. Est-ce que vous avez utilisé le livre Manon et de Greuze pour votre performance? Je l'ai lu, mais voilà, ça ne m'a pas apporté beaucoup d'informations, dans la mesure où je crois me souvenir que je l'ai lu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai précisément séparé les micros pour que ça ne le fasse pas, et en fait, ça l'a fait quand même. J'ai lu donc le roman, mais comme on n'a jamais le point de vue de Manon à aucun moment du livre, ça ne m'a pas beaucoup aidé pour créer mon personnage. Et c'est un roman que je trouvais assez... pour pas dire mauvais, disons pas très intéressant. Voilà. Merci. Une autre question? Oui, c'est là. Donc, je vous admirais dans Manon, et vous êtes réputée pour avoir un jeu d'actrice et de cantatrice, bien sûr, en même temps. Donc, je me demandais, parce que vous créez quelque chose sur scène, chaque fois, je m'intéresse à la propriété intellectuelle, c'est pour ça que j'ai posé la question. Vous avez une marge de manœuvre plus ou moins grande par rapport au chef d'orchestre et par rapport au metteur en scène. Et alors donc, dans quel rôle sentez-vous que vous avez le plus d'espace pour créer? C'est-à-dire dans le jeu ou bien dans le chant? Oh, dans le jeu. Dans le jeu. Ah oui, parce que la musique est quand même très contraignante, ne serait-ce que parce qu'on n'a pas la maîtrise du temps. Donc à partir de là, il n'y a pas... Enfin, oui, il y a une interprétation musicale, bien sûr. Il y a des phrasés, il y a des dynamiques qu'on choisit ensemble avec le chef. Mais c'est surtout dans le jeu théâtral qu'on a le plus de marge de manœuvre. Et spécialement quand le metteur en scène est très, très exigeant. Parce que, bizarrement, plus le metteur en scène vous demande de choses, plus le cadre dans lequel vous êtes se resserre, plus vous trouvez votre liberté, évidemment. Et je vois que vous aimez les metteurs en scène. Non, mais c'est toujours comme ça. Et vous aimez les metteurs en scène exigeants, justement. Oui, sinon vous vous ennuyez à des mourir. gens qui me demandent justement des choses auxquelles je n'avais pas pensé, des choses qui sont loin de moi, de manière à pouvoir explorer des territoires auxquels je n'avais pas du tout pensé avant. Même vos partenaires, s'ils ne sont pas très inventifs, vous énervent, je crois. Oui, mais moi j'ai beaucoup de tendresse pour les chanteurs, malgré tout, parce que je trouve que c'est un métier extrêmement difficile. C'est déjà tellement difficile d'arriver à bien chanter que je leur pardonne beaucoup de choses. Il y a d'autres questions? Je pense notamment aux étudiants. Oui, mademoiselle? Dans la dernière interview que vous avez donnée, vous parlez de personnes qui ne comprennent pas votre départ de l'opéra et que vous semblez déçu de ce monde de l'opéra, que vous avez essayé de changer. Vous parlez d'un public en particulier, est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes qui comprennent votre décision et qui soutiennent les valeurs que vous avez voulu partager de l'opéra, et des jeunes à qui vous avez permis de justement découvrir ce monde? Oui, mais de toute façon, je pense que les jeunes comprennent beaucoup plus de choses.
Mais j'adore les vieux, hein. Donc, non, mais je veux dire que je ne suis pas vraiment déçue, c'est-à-dire que j'ai fait le tour un peu de la question. Alors, à moins de refaire sans cesse les mêmes choses, et c'est vrai qu'on pourrait dire, mais on peut aller toujours plus loin dans le même rôle et continuer à explorer un même sillon. Bon, moi j'ai envie d'explorer autre chose, voilà. Mais plus qu'une déception, c'est surtout le fait d'être arrivé au bout d'un chemin, je crois. Et je suis contente d'entendre qu'il y a des jeunes qui viennent à l'opéra. Ce qui n'est pas toujours évident quand on regarde les salles. C'est qu'on est tout en haut, en fait. Ah, c'est pour ça que les vois pas, ils sont tout poulaillés. Vous ne voyez que les pieds. Sauf pour les générales que nous organisons avec le théâtre. Là, il y a carrément les enfants. Voilà. Et c'était génial. La générale de l'autre jour, je dois dire, c'était absolument génial parce qu'il y a eu une espèce d'enthousiasme à la fin, des cris. Alors peut-être qu'ils étaient contents que ce soit fini, je sais pas. Puis quand c'est un personnage qui est méchant, ils se font beaucoup plus éloquents. Ah oui, ça aussi. Ouais. Et grâce au théâtre, nos étudiants en général sont au premier balcon. C'est merveilleux. C'est génial. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, mademoiselle. Bonjour Madame Pessé. Donc au travers d'une interview, vous avez évoqué le fait que l'être humain était parlant et chantant. Et que parfois, quand un être humain parlant ne pouvait être entendu, il pouvait l'être en étant chantant. C'est ce qui m'est arrivé, oui. Voilà. Donc cette phrase a eu un impact du point de vue personnel très important, mais aussi dans le cadre médico-social. Il y a beaucoup de personnes vraisemblablement qui ont dû voir cette interview, puisque la musicothérapie permet aussi permet à des humains parlants qui n'arrivent pas à s'exprimer à pouvoir le faire à travers l'opéra. Donc je voulais savoir si en tant qu'être humain chantant, vous avez été limité par le fait que les rôles que vous proposez ne vous permettaient pas de vous exprimer en tant qu'être humain. Et donc, si maintenant que vous arrêtez votre carrière, vous comptez le faire dans un autre domaine. Et comment? Oui, c'est vrai qu'en tant que soprano léger, on est abonné toujours plus ou moins au même genre de rôle, à savoir les toutes jeunes filles. Et bien que je passe très jeune, je m'ennuie un petit peu au bout d'un moment. Et donc, oui, c'est vrai, j'ai envie d'explorer. Et surtout, j'ai envie de savoir quel artiste je suis quand je ne chante pas. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est ça l'idée. Avancer pour ces deux pièces parisiennes. Ça avance doucement. Et pour le film? Écoutez, vous en savez beaucoup plus que moi. Je ne savais pas que ça se passait dans le Tarn, je ne savais pas qu'il y avait Jean-Pierre Marielle, mais je suis ravie de l'apprendre, vraiment ravie. Donc si ça se fait, ben, je serai très contente. Et là, j'aurai enfin un rôle de mon âge, puisque ça sera le rôle d'une maman. Donc ça m'évoquera quelques souvenirs. Et une dernière question, si vous me le permettez, mais plus technique. Est-ce que pour acquérir la voix de sifflet, vous pensez qu'on doit obligatoirement passer par un apprentissage lyrique? Ben, je ne sais pas parce que je n'ai jamais trouvé moi la voix de sifflet. D'accord. Alors je ne sais pas comment on fait pour la trouver, cette voix-là. Et je ne sais pas non plus si elle est très utile pour l'opéra en tout cas. Parce que l'idée pour nous, c'est d'arriver à vraiment être connecté au corps tout le temps, même dans le suraigu. Donc je ne sais pas. C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Oui, mademoiselle. Bonjour. Bonjour. Bon, je crois que tout le monde a un peu fait son travail en lisant ou en regardant des interviews de vous, ce que je n'ai pas fait. Donc c'est probablement une question qu'on vous a déjà posée, mais j'ai commencé le chant lyrique il y a 1 an et demi, 2 ans, et je voulais savoir je pense que je ne suis pas la seule à faire du chant lyrique ici, notamment dans les jeunes. Je voulais savoir quels conseils vous pourriez donner. Alors, premièrement, apprendre les langues étrangères en style italien, allemand, russe, plus affinité. Bon, ça c'est la base. Deuxièmement, travailler son corps en dehors du chant, parce
savoir, moi je recommande le yoga, mais pour d'autres ça sera la danse, pour d'autres ça sera le sport, enfin, mais quelque chose qui vous assouplit et qui vous rend plus fort en même temps. Pas seulement des trucs comme ça. Quelque chose qui vous assouplit, c'est très, très important. Et d'autre part, fréquenter des cours de théâtre en dehors du chant également, pour savoir ce que c'est que jouer et pas arriver sur une scène pour la première fois sans savoir ce qu'on fait de ce corps, précisément, si encombrant. Est-ce que ça marche aussi avec l'équitation? Oui, on peut. Alors l'équitation, je trouve ça merveilleux parce que de toute façon c'est une école de vie voilà, magnifique, en dehors de... enfin à côté de toutes les autres. C'est encore autre chose l'équitation, c'est un rapport à la nature, un rapport à l'animal et à soi-même. Vous avez dû arrêter? Oui, moi j'ai arrêté parce que j'ai mal au dos. C'est pour ça, maintenant je fais du yoga. D'autres personnes? Des étudiants peut-être? Oui, j'en reviens au fond. J'ai entendu parler de trapèze et moi je m'intéresse au cirque. Et je voulais savoir si vous avez des compagnies, des metteurs en scène qui vous inspirent et aussi, comment dire, face à la richesse de l'opéra, à cette espèce de spectacle total, quelle comparaison vous faites avec le cirque voilà. Bah, il y a un côté, cirque dans l'opéra, dans le sens où il y a un côté virtuosité, il y a un côté performance physique. Donc il y a beaucoup de connexions en fait entre l'opéra et le cirque. Il y a le côté paillette aussi malgré tout, le côté trop. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le cirque d'ailleurs. Et j'ai eu la chance d'apprendre un tout petit peu le trapèze parce que j'avais préparé un numéro pour le gala de l'Union des artistes une année. Et donc j'ai rencontré des gens absolument fabuleux. Et je m'entraîne plus au trapèze là maintenant, mais je sais que je vais les revoir là, dans pas longtemps et j'aime bien toujours garder un lien avec ce monde-là parce qu'il y a à la fois la performance physique, technique qui peut être l'acrobatie, le trapèze, dans toutes ces choses-là, et aussi la performance théâtrale avec les clowns et puis tout le cirque nouveau aussi aujourd'hui, où on a à la fois l'acrobatie, mais aussi où on raconte une histoire, où on est dans une émotion. Et je suis allée voir des spectacles, notamment au Carré Montfort, puisque Stéphane Ricordel, qui est le directeur artistique du Carré Montfort aujourd'hui, vient du théâtre et des arceaux. Donc il fait beaucoup de spectacles qui mêlent des circassiens et des comédiens. Et voilà. Donc c'est vraiment quelque chose que je trouve extraordinaire et en grande évolution aujourd'hui. Mais c'était quoi la question? C'était ça. D'ailleurs, il faut peut-être corriger quelque chose. N'arrêtez pas le chant. Il y aura des non, j'arrête pas récitals. ma carrière. Hein, donc j'arrête pour l'instant l'opéra parce que j'estime qu'il ne me propose plus de choses intéressantes. Mais si un jour quelqu'un me propose un rôle auquel je n'avais pas pensé ou une production moderne, contemporaine, pourquoi pas? Je veux dire, je ne ferme aucune porte. Et puis je continue à faire des concerts, bien sûr. Oui, mademoiselle. Bonjour. Oui, j'aurais aimé savoir, tout à l'heure vous parliez de comment créer, constituer votre rôle par rapport à Manon. Donc j'aurais aimé savoir comment est-ce que vous procédiez, qu'est-ce qui vous inspire, qu'est-ce qui vous fait... Moi, c'est le metteur en scène qui me guide. C'est Laurent Péri, en l'occurrence. J'aurais aimé, c'était pour ma deuxième question, savoir comment vous travaillez justement avec Laurent Péri. Il me dit, par exemple, dans le premier acte, tu es quelqu'un qui déborde de vie, qui ne tient pas en place, et tu n'arrêtes pas de bouger. Bon, je fais avec ça. Et après, et on n'était pas forcément d'accord là-dessus. Enfin bon, moi je l'avais déjà interprété de manière très très différente.
Donc j'ai eu un peu de mal à rentrer dans cette vision-là, qui est aussi une vision tout à fait valable et intéressante. C'était simplement pas ce que j'avais proposé au départ. Parce qu'après, il la trouve beaucoup plus calculatrice que moi, beaucoup plus mauvaise fille en fait. Moi, je ne trouve pas que c'est une mauvaise fille, je trouve que c'est simplement une ado écervelée qui réfléchit à rien et qui réfléchit tout de suite. Mais elle calcule rien. Or là, on en fait quelqu'un qui est plus pervers que ça, plus retors que ça. Et pourquoi pas? Oui. Bon, vers le bas. Oui, monsieur. D'ailleurs, il faut voir, mademoiselle, le DVD de Manon de 2007 au lycée et le Manon du Capitole, et on voit vraiment deux choses extrêmement différentes. Et dans le DVD du lycée, il y a un bonus de travail avec le metteur en scène. Et là, on voit à quel point c'est au millimètre, vraiment au millimètre. C'est vraiment fascinant. Bonjour, je voulais savoir quel regard et quelle oreille vous portiez à la musique contemporaine. Bah écoutez, pour tout dire, je ne la connais pas bien. Donc voilà, je vais de temps en temps voir des opéras contemporains, bien sûr. J'avais adoré notamment La Tempête de Thomas Hadès. Mais voilà, je ne vais pas au concert de musique contemporaine. C'est vrai que c'est a priori pas mon truc. Moi, ce que j'aime comme musique, si j'ai le choix, je vais plutôt voir du jazz. Donc je ne vais même pas à la musique classique. D'ailleurs, finalement, les musiciens contemporains n'ont qu'à écrire un opéra pour Nathalie Dessay. Oui, mais je me réserve le droit de dire que j'aime pas. Mais encore une fois, là, je fais comme si j'avais des a priori. J'en ai un petit peu. Mais il se peut qu'un jour, quelqu'un arrive avec quelque chose qui me parle. Voilà. Alors justement, c'est pas indiscret. Quels sont vos a priori, puisqu'on sait que la musique contemporaine est un petit peu en désamour vis-à-vis du public français notamment. Oui. Non, le truc que je trouve toujours dommage, c'est que c'est de la musique extrêmement savante, très très compliquée, et que simplement on n'y a pas accès. Et que même moi, en tant que musicienne, je ne comprends rien. Ça ne me dit rien, je ne m'y reconnais pas, je ne m'y retrouve pas dans le rythme, je ne m'y retrouve pas dans l'intonation, donc je suis perdue. Mais encore une fois, ça c'est schématique, parce qu'il y a plein de choses, et il y a des mecs comme Esquèche, comme Connaisson, qui écrivent très bien, ça n'empêche pas. Tout ça, je connais un petit peu, mais je veux dire que je ne connais pas assez pour être plus diserte là-dessus. Oui, il faut descendre le micro de rang. Bonjour Madame Dessay, je vous ai vu dans un spectacle avec Michel Legrand, que j'ai bien apprécié, et j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus sur votre relation à la chanson française. En tant que chanteuse lyrique, voilà, moi je pratique un petit peu aussi le chant lyrique, et c'est quelque chose qui m'intéresse, qui m'interpelle, la relation entre les registres, la relation entre les gens, qui n'est pas facile à établir. Non, d'ailleurs, parce que quand on a été élevé comme nous, donc à la voix de tête, c'est assez difficile de chanter dans un micro, dans une tessiture beaucoup plus grave, mais ça permet, je trouve, d'être beaucoup plus dans les mots, d'être encore beaucoup plus dans le phrasé. Et puis, moi, il se trouve que j'adore la musique de Michel Legrand depuis que je suis enfant. Donc d'avoir pu le rencontrer et d'avoir pu établir un contact avec lui et de faire des concerts avec lui, pour moi c'est comme si je faisais des concerts avec Mozart. Hein. Voilà, parce que je dis toujours que l'avantage de Michel Legrand sur tous les autres compositeurs, c'est qu'il est vivant. Vous serez à Toulouse dans quelques jours. Oui, le 10 novembre. 10 novembre. Et qu'il est tout aussi génial, c'est ça que je voulais dire aussi. Techniquement, comment est-ce que vous avez travaillé justement? Est-ce que vous avez laissé parler finalement votre instinct ou vos goûts pour, vous le disiez tout à l'heure, le jazz, Billie Holiday par exemple. Comment est-ce que vous avez réussi à incarner ces chansons justement dans un autre registre que... Alors, d'abord les tessitures sont plus graves. Donc déjà, vous êtes obligé de faire avec ces tessitures-là.
Et puis je me suis aperçue au fil du temps que plus ça allait, plus j'avais envie qu'elle soit grave. C'est-à-dire j'ai demandé à Michel même de baisser encore certaines tonalités pour explorer précisément un autre registre et surtout éviter d'être dans la voix de tête le plus possible. Mais avec Michel c'est compliqué parce que ces chansons sont sur un registre souvent très étendu. Donc en fait il faut tout s'autoriser, c'est-à-dire partir du très grave pour aller dans le relativement aigu et se souvenir des comédies musicales de Jacques Demy où les voix sont relativement claires et aiguës, parfois. Donc je pense par exemple à Anne Germain ou à Daniel Licari qui doublaient les actrices dans les films et qui avaient des voix élevées en tout cas d'une manière lyrique, même si elles ne chantaient pas vraiment opéra. On descend dans l'amphi. Chantiez-vous, enfant? Oui, oui. Je chantais du Jean Ferrat. Mais Tristan et Isolde, ça a été dur à 15 ans. Ah oui, bah, le premier opéra à 15 ans, Tristan et Isolde. Là, je crois que j'ai détesté Wagner pour un bon moment. Bon, après, j'y suis revenue, mais c'est vrai qu'on ne devrait pas montrer comme premier opéra à des adolescents Tristan et Isolde. Il y avait d'autres questions, d'autres mains levées en descendant. Ah oui, alors on remonte alors. On descend, puisqu'on est en bas. Merci. Vous avez parlé de langue tout à l'heure. Le monde de l'international est international. Est-ce que vous ressentez des différences culturelles? Oui, à droite, à gauche, au milieu. Vous voulez dire culturelle dans la façon de... dans la culture nationale, donc chanter à Milan par rapport au Met, par rapport Oui, son café, par exemple. C'est si impressionnant que ça. Non, mais là, j'ai pas compris la question. Parmi les chanteurs, vous voulez dire non, le fait de chanter dans une opéra, dans différents pays. Ah oui, comment c'est reçu? Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Les répétitions sont différentes. Bah, moi, j'ai constaté que, par exemple, aux États-Unis, le méchant pouvait être hué, même s'il a très bien chanté. Et je vais vous raconter une autre anecdote qui est arrivée à mon mari au Japon. Il chantait dans les Noces de Figaro. Et à un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, cette scène magnifique à la toute fin des Noces de Figaro, où le comte demande pardon à la comtesse, dans une phrase absolument magnifique, qui fait « Comtessa perdono ». Là, c'est vraiment, tout s'arrête, c'est vraiment le point culminant de tout l'opéra. Et là, les Japonais se sont mis à rire. Mais vraiment à éclater de rire. Et alors, mon mari s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mon pantalon a craqué derrière, quelqu'un fait l'andouille derrière moi. Et ça, pendant plusieurs représentations, il a fini par demander à l'interprète japonaise, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et elle lui a dit, ça, un mari qui s'excuse devant sa femme, ah, c'est pas possible. C'est une différence culturelle notable. Au niveau du public, mais au niveau de l'artiste qui prépare, la préparation, la manière dans laquelle marche l'opéra oui, il y a des différences, par exemple, oui, bien sûr, entre le fonctionnement de l'Opéra de Paris, le fonctionnement de Covent Garden, le fonctionnement de New York. Oui, il y a des différences d'organisation. Oui. Et puis, parmi les chanteurs aussi, la façon de réagir, la façon de jouer, la forme de la préparation, oui, bien sûr, bien sûr. Mais je n'arrive pas à être très précise parce que on parle des heures, mais oui, il y a une très grande différence entre, je sais pas, un chanteur américain, un chanteur polonais, ou encore un français, ou encore un anglais. Oui, avant Michel Legrand, j'ai reparti dans le local. Vous aviez chanté Loup-garou autour de minuit. Oui. Sans doute avez-vous déjà répondu à la question, mais je voulais savoir comment s'était passée la rencontre et pourquoi c'était génial. C'était plusieurs années avant sa mort, en fait, on s'est rencontrés, parce qu'il venait de temps en temps à l'opéra. Il aimait beaucoup l'opéra, parce que son papa était chanteur d'opéra. Et je ne sais pas comment s'est faite cette rencontre là. Je ne me souviens plus très bien. Est-ce que c'était par sa femme qui était amie avec mon cousin? Enfin, je ne sais pas. Ça s'est fait comme ça, et puis il m'avait dit même qu'un jour il m'écrirait une chanson
parce qu'il savait que je chantais l'Acmé, donc les clochettes de l'Acmé, et je vais t'écrire une chanson, ça va s'appeler La Paix Clochette. Mais il n'a pas eu le temps. Donc, pour se consoler, on a enregistré ensemble ce bel arrangement d'Yvan Cassard sur Autour de minuit. Et puis lui aussi a travaillé beaucoup avec Michel Legrand, donc on a des chansons de Claude et Michel dans notre récital. Est-ce qu'il vous est arrivé d'être obligé de chanter avec un metteur en scène, une mise en scène qui ne vous convient pas? Mais oui. C'est-à-dire que j'ai voulu partir et on m'a dit que si je partais, on me faisait un procès. Donc j'étais obligée de rester. Et donc c'était l'horreur. On ne peut pas revenir en arrière. Comment ça? Annuler le contrat, c'est pas possible. Ah ben non, parce qu'il n'y avait pas marqué dans le contrat que j'avais le droit de partir, même pour désaccords artistiques. Donc vous devez passer un moment terrible. Bah oui, j'étais en prison, je marquais les jours comme quand on est en prison. Mais j'ai été libérée. Heureusement. C'est pas arrivé trop souvent, je crois. Non, non, c'est pas arrivé très souvent. Pourtant, il y a des metteurs en scène qui sont quelquefois... Non, mais moi j'ai eu de la chance. Et puis, j'ai participé à des mises en scène que le public n'a pas forcément aimé, mais moi je les aimais. Non, je m'en foutais. Ah oui, mais ça c'est important, vous les aimez. Ah bah oui. Oui. Non, des mises en scène que j'ai vraiment détestées, il y en a peut-être eu 3 ou 4 dans ma vie. C'est pas énorme. Ça doit être très difficile, effectivement. Mais oui. Mais... Ça fait partie du jeu. C'est pas un métier de rêve, hein, Mademoiselle. Bonjour, je voulais savoir déjà quel type... comment vous travaillez votre voix, parce qu'on voit tout le répertoire que vous avez, toutes les représentations que vous devez donner, c'est un travail énorme et vraiment délicat au niveau de la technique vocale, je suppose, et je voulais savoir aussi comment vous allez gérer votre voix maintenant que vous arrêtez l'opéra. Vous pouvez passer à un rythme plus lent, je suppose. Oui, c'est bien. Non, je vais devoir apprendre à parler, à projeter la voix au théâtre. Je pense que ça aussi, ça s'apprend. Alors j'ai un avantage sur ceux qui commencent, c'est-à-dire je sais respirer, mais en revanche, je ne sais pas vraiment bien placer ma voix, parler, projeter. Donc je vais recommencer les études. Et autrement, pour répondre à votre question, comment on travaille sa voix, bon, ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens qui travaillent tous les jours, d'autres non. Il y a des gens qui font beaucoup de vocalises, d'autres non. Il y a des gens qui ont plusieurs profs, d'autres zéro. Il y a des gens qui ont toujours le même prof pendant toute leur vie, d'autres qui changent tous les 3 ans ou tous les 10 ans. Il n'y a pas de règle. Et moi, j'ai vu beaucoup de gens, et là maintenant, j'ai plus de prof et je ne travaille plus. Vous avez souhaité, dès la naissance de l'enfant, préserver et ne pas faire 90 représentations par an. Ah non, 90 représentations par an. Plutôt non, 50. Jusque-là, j'étais à 50 et c'est déjà énorme, compte tenu du temps de répétition et du temps de préparation. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions? Oui, monsieur, là-haut. Allez-y crier. Ou chanter. Oui, c'était une question par rapport, il y a 2 ans, vous êtes lancé dans la mélodie française, et donc c'était pour savoir si vous avez persévéré ah oui, dans cette avec voie. Philippe Cassard, on continue à explorer notamment le répertoire français, parce que ça me semble logique en tant que française, mais aussi l'année prochaine, on va donner toute une tournée de récital en allemand et en français. Donc il y aura du Clara Schumann, Brahms, Pfitzner, Strauss, et en deuxième partie, essentiellement du parc, forêt, Poulenc. Et vous avez réalisé un travail particulier sur votre voix pour passer, je dirais, de l'art lyrique d'opéra à la mélodie française? Je dirais que c'est plutôt la chanson qui m'a rapproché de la mélodie française. Et c'est le fait de chanter avec Michel qui m'a redonné envie et qui m'a redonné le goût des mots, en fait, dans la mélodie française. Et oui, ce qui me plaît, c'est... Bon, c'est bien sûr la musique, mais aussi de pouvoir choisir des textes magnifiques. Des Verlaine, des Mallarmé, des Gottfried Keller, Brentano, voilà.
il y a quelques années, vous aviez arrêté le récital parce que vous disiez que finalement il faut beaucoup de répétitions, peut-être plus que dans une production d'opéra. Oui, c'est-à-dire que je ne me voyais pas faire à la fois et de l'opéra et du récital. J'ai des collègues qui arrivent très bien, mais moi non. Donc maintenant que j'arrête un peu l'opéra, je vais pouvoir me consacrer au récital. Est-ce qu'on a épuisé toutes les questions? Oui, Monsieur le Président. Je voulais juste savoir si Manon, pour votre dernier opéra, c'est le hasard ou c'est un choix délibéré? Manon, pour mon dernier opéra pour l'instant, donc, c'est pas un choix vraiment, puisqu'on m'a engagé il y a déjà très longtemps. Mais j'avais trouvé que c'était comme un signe, comme une boucle qui se bouclait, puisque j'avais commencé au Capitole dans les chœurs, d'arrêter pour un moment, en tout cas là, avec ce rôle-là en français, c'était un signe. C'est la petite table, adieu la petite table. Oui, adieu la grande table. Au revoir la petite table. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Nathalie Dessay a un impératif bientôt, et je souhaitais quand même qu'on préserve un petit moment pour les dédicaces. Je crois que certains d'entre vous y sont attachés. Alors, s'il y a encore une dernière question, peut-être une dernière... Oui, Daniel? Merci. J'ai eu l'infini privilège de vous écouter à l'opéra et un récital, parce que quand on est accro, on est à mort, donc on assume. Et une des choses que j'ai particulièrement aimé chez vous, c'est que lorsque vous chantez en français, notre langue reste magnifique. Alors que ce qui est souvent un peu difficile par rapport au chant en italien ou en allemand, c'est qu'on a l'impression d'une caricature du français. Comment est-ce que vous faites pour arriver à cette expression qui est extraordinaire? Déjà ça, c'est vrai. Premièrement, alors ça c'est un choix qui est discutable, d'ailleurs c'est beaucoup plus difficile de... Mais c'est magnifique parce que la langue et les mots ressortent beaucoup mieux, alors qu'autrement on est complètement polarisé justement sur ces airs roulés. Ben, c'est surtout chez les filles, je trouve, que ça prend une proportion incroyable, parce que, par exemple, quand José Van Damme roule les airs, moi ça me gêne pas du tout, parce qu'il le fait superbement, et que c'est un français magnifique. Oui, on avait des récitals de lui. Voilà. Alors ça dépend des gens, mais je trouve que chez les filles, il y a un côté tellement désuet à rouler les airs que j'évite de hurler, mais du coup c'est plus difficile, parce que ça met la voix là où ça ne devrait pas. Oui, mais c'est la magie et la voix et des mots. Mais c'est pas grave. Je trouve qu'au récital, c'est vraiment les mots qui comptent. C'est super. Merci madame. Oui, une question. Je voulais savoir quelle était votre position par rapport aux retransmissions du net sur grand écran. Ah, moi je trouve ça génial. Je suis allée l'autre jour voir Eugène Onegin en direct et c'était vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Je trouve que tout le monde n'a pas la chance d'aller tous les 4 matins à New York. Donc pouvoir offrir ça à un prix en plus raisonnable, un peu dans le monde entier, je trouve ça super. Même si pour nous c'est évidemment beaucoup plus de stress, c'est pas grave. Il n'y a pas un risque de vider les salles d'opéra? Si. Mais c'est-à-dire on les vide pas en fait, parce que ce sera jamais pareil d'aller dans une salle d'opéra. Mais je pense qu'effectivement, il y a maintenant plein de gens qui disent « Oh, je vais aller au cinéma, comme ça, j'aurais pas besoin d'aller à l'opéra. » Bon. Mais je ne sais pas si ça vide vraiment les salles. Je crois que les salles... Je crois pas en... Le cinéma qui vont aller au Non, alors ça, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas et je l'ai jamais vu. Et de tous les gens que je connais qui vont au cinéma, il y en a certains maintenant qui préfèrent aller au cinéma qu'aller à l'opéra. Et j'ai jamais vu quelqu'un qui est allé au cinéma et qui a dit « Ah ben maintenant, je vais aller à l'opéra. » Maintenant... Peut-être je me trompe, mais je pense que c'est tellement pratique d'aller au cinéma. En plus, c'est tellement difficile d'avoir des places d'opéra et tout, et tellement facile d'avoir des places de cinéma. Oui, même plus d'ailleurs. Il faut s'y prendre vraiment à l'avance. Non, je pense que ça ne crée pas un public autre, parce que j'ai constaté l'autre jour d'ailleurs, ici même à Toulouse, que le public est quand même relativement âgé, et que j'ai pas vu énormément de jeunes. Donc, il y en avait quelques-uns, mais vraiment pas beaucoup. Monsieur Martin. Oui. Bonjour Madame Dessay. Ici. Oui. Quel est votre avis sur les récentes déclarations de Monsieur Mantovani? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il y avait incompatibilité entre la nature des femmes, notre statut de
femmes, la maternité et leur place en tant que chef d'orchestre ou dans des postes à responsabilité dans la musique classique. Vous devriez écouter l'interview. Il faut absolument que je lise cette interview, je pense que je vais beaucoup rire. Ah oui, oui, c'est amusant, mais... Non, mais c'est parce qu'il est jaloux. Voilà. Mais oui, il a eu une dame lui a fait un gros chagrin et je pense qu'il se venge comme ça. Mais oui. Je crois même savoir qui. Donc... Ah bon, si vous pouvez savoir. Non, non, mais peu importe d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est toujours comme ça. Les hommes qui se plaignent des femmes, c'est qu'elles les font souffrir. Bon, on constate quand même qu'il y a une liste de femmes, ça décroche la responsabilité dans la musique classique. Mais chef d'orchestre, je peux vous dire, pour être très amie avec Emmanuel Haïm, que c'est très, très, très difficile pour une femme d'être chef d'orchestre. Encore aujourd'hui. Et je ne comprends toujours pas pourquoi, mais voilà. C'est un monde d'hommes. Et les hommes veulent garder le peu de prérogatives qu'ils ont encore. Monsieur Mantovani, c'est lié au SAV de l'année. C'est quoi? Le service après de la naissance des enfants. Ce sont ces termes. Et conseil d'interview. Il a mangé quelque chose? Ce soir je vais lire l'article. Je vais lire la chose. Ce soir-là, vous avez une grande chef d'orchestre. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, Daniel parlait de langue française, que vous défendez si bien, et Massenet aussi a vraiment une vocalité française, pour dire que ça vient sur la voix. Quelle est votre réplique préférée dans la langue? Je ne suis pas mauvaise. Merci Nathalie.